Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour cette émission consacrée à un premier bilan de l'édition 2025 du congrès SFME. Nous sommes ensemble pendant 2 heures et aujourd'hui nous allons accueillir le Dr Cartier, le Dr Dutch, le Dr Butnaru, le Dr de Goursac et le Dr Peria. De nombreux thèmes seront abordés. Le Dr Hugues Cartier abordera le sujet « Comment avoir de belles lèvres ?» et les préserver. Le Dr Jean-Jacques Dutch nous parlera de la gestion du profil en médecine esthétique, faire face. Le Dr Butnaru évoquera les hormones anti-âge, à tout âge. Le Dr de Goursac se penchera sur la médecine régénérative, autologue ou non autologue. Et le Dr Yvan Peria fera un point sur les lasers et EBD, ce qu'il faut retenir en 2025. Nous sommes avec le Dr Hugues Cartier. Bonjour, vous êtes docteur en dermatologie, en vénérologie, ancien chef de clinique des universités, praticien au Centre médical Saint-Jean et au Centre hospitalier de Arras, diplômé de l'École européenne de phlébologie. Dr Jean-Jacques Dutch, vous êtes médecin esthétique, lauréat de la faculté de médecine de Paris, diplômé d'expertise médicale et odontologique, diplôme interuniversitaire Lyon 1 de médecine morphologique et anti-âge, président du GRAM, historiquement 1984, première association de formation à la médecine esthétique, et secrétaire général de la SFME. Dr Alain Butnaru, vous êtes médecin anti-âge et esthétique, spécialisé en médecine anti-âge et esthétique depuis plus de 40 ans. Votre approche est globale, préventive, personnalisée et scientifiquement fondée. Dr Catherine de Goursac, vous êtes médecin esthétique, membre du CA de l'AFME, 1000 membres, membre du CA de syndicat de médecine esthétique, enseignante à Paris-Créteil. Vous suivez les cours de la première promotion du DIUME. Dr Yvan Peria, vous êtes dermatologue, ancien interne des hôpitaux de Grenoble, ancien assistant des hôpitaux, chef de clinique à la faculté de médecine de Grenoble. Dr Hugues Cartier. Docteur, de nombreuses patientes souhaitent non seulement avoir de belles lèvres, mais également les préserver. Pouvez-vous nous expliquer vos secrets pour avoir de belles lèvres? Le terme consacré, c'est merci de m'avoir posé la question. Effectivement, c'était déjà l'objet d'une session au congrès de la Société française de médecine esthétique. Et j'avoue humblement que c'est un sujet qui passionne les médecins qui s'en occupent, de cette zone du visage qui est effectivement à la fois visible, ostentatoire, sexualisée. Et aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, on comprend bien que c'est une demande de plus en plus fréquente. Mais je rappellerai simplement que sur des tableaux pas si anciens, ou même le sourire de Mona Lisa avec une petite lèvre pincée et un demi-sourire, capte toujours aussi bien l'attention et que Léonard de Vinci a toujours pas délivré son message sur ses lèvres. Je prendrai un autre exemple, les lèvres très pulpeuses de Salvador Dali, si vous visitez la chance de visiter son musée près de Barcelone, et vous voyez que effectivement il avait déjà compris que c'était un objet particulièrement soumis aux attentions du public. Et aujourd'hui, on a, qu'est-ce que c'est qu'une belle lèvre? Mais c'est celle qui plaît. On peut avoir une lèvre fine, on va dire une lèvre de limande, qui peut plaire aussi bien qu'une lèvre pulpeuse. Est-ce qu'on doit la considérer comme une zone anatomique isolée, où elle fait un tout avec l'ensemble du visage et peut-être même aussi de la personnalité? C'est pas parce qu'on a finalement des ratios qui sont pas préservés. Vous savez que on dit dans les canons de la beauté qu'il y a un ratio 1-1, par exemple pour les lèvres soumis juridiquement d'origine africaine, et après 1-2-1, c'est-à-dire qu'en fait on a des volumes qui sont variés en fonction des lèvres supérieures et de la lèvre inférieure. Et bien entendu, dans une lèvre, il y a la lèvre rouge et la lèvre blanche. En vieillissant, on va avoir des choses qui vont finalement être de plus en plus marquantes et qui vont peut-être
modifier l'aspect du visage, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir avec le temps la lèvre blanche qui s'allonge, notamment la lèvre supérieure, et ça devient parfois inesthétique. Et beaucoup de patientes cherchent à retrouver ces lèvres qui étaient finalement présents à l'origine. Et c'est aussi cette dualité, c'est est-ce que on cherche à revenir en arrière parce que les patients te demandent, ou on cherche aujourd'hui la transformation. C'est-à-dire ce sont des patients qui sont bien plus jeunes et qui cherchent à modifier le volume, la symétrie, et je dis bien la symétrie ou la et la symétrie plus loin. C'est-à-dire que parfois on peut même se trouver face à des techniques, et on a développé d'ailleurs hier à ce sujet ce qu'on appelle les techniques exotiques. Les lèvres russes, les lèvres ukrainiennes, les lèvres brésiliennes, les lèvres françaises, les lèvres anglaises. Et là, quand on voit le panorama de toutes ces lèvres dont certains essaient de prôner telle ou telle technique en expliquant que ça ira mieux aux brésiliennes qu'aux françaises, ça nous a un peu laissé dubitatif, car effectivement, la prise en charge des lèvres, elle se conçoit uniquement par rapport, premièrement, à la discussion avec la patiente. Ce qu'elle souhaite, ce qu'il est possible de faire, est-ce que ça va être un acte médical? Est-ce que ça va être un acte chirurgical? Bien sûr, si on parle des anomalies génétiquement comme les fentes palatines, on peut bien comprendre que là, il y a une demande qui est évidente. Et puis, bien sûr, vous avez à l'inverse les dysmorphophobies sociales où les patientes extrêmement jeunes cherchent à vouloir les lèvres de l'influenceuse de Dubaï, ou voire d'un humanoïde avec l'intelligence artificielle qui modifie complètement aujourd'hui la perception qu'on a d'une belle lèvre et qui cherche à ressembler à quelque chose qui n'existe même pas sur Terre. Et c'est toujours très intéressant en tant que médecin d'avoir cette discussion. Qu'est-ce que c'est qu'une lèvre? Qu'est-ce qu'il vous plaît? Alors bien sûr, certaines viennent avec un magazine vous explique que c'est ce qu'elles veulent, mais anatomiquement, ça s'y prête pas toujours. Parfois, il est difficile d'obtenir les résultats, qu'ils soient par la chirurgie, par les lasers, aujourd'hui on en parle aussi, et par les produits d'injection. Et ça, c'est finalement l'expérience du médecin, et j'insiste bien, du médecin qui est formé à cet exercice. Et je ferai un petit préambule. Aujourd'hui, on est à la fois étonné, inquiet, en colère devant des injections faites par des non-médecins qui prennent des risques inconsidérés pour leurs patientes, mais je peux pas leur appeler ça des patientes, je dirais des clientes, et bien sûr pour elles-mêmes, parce que vous savez que c'est répréhensible au niveau de la loi, même si aujourd'hui on est un peu circonspect parce qu'on trouve que la loi n'est pas suffisamment respectée. Et aujourd'hui, une fois qu'on a intégré la dimension sociale, économique, dans quel lieu va vivre cette patiente, dans quelle atmosphère elle va vivre, parce que c'est aussi important de voir à quel équilibre. On voit des patientes qui se sont fait donc injecter et qui se reconnaissent plus et dont le regard des autres est terrible et mal vécu. Et donc c'est un peu comme à l'époque, des poitrines qui étaient trop redondantes, il y a aussi des effets de mode. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on est face à la déflation et au raisonnable. Mais on a toujours le même problème, il faut que ça soit joli. Et le joli, c'est compliqué. C'est comme un tableau, il vous plaît pas. Une chose aussi importante dans la lèvre, c'est un organe qui est mobile. Et on voit des photos statiques avec des lèvres qui sont bien détourées, qui sont peut-être très pulpeuses, mais au mouvement, on peut voir des mouvements musculaires qui sont inesthétiques. Et il faut aussi prendre ça en considération. Il n'y a pas que l'effet statique, mais également l'effet mobilité. Si on va un peu plus loin, on sait que la lèvre est entourée du menton, des joues, et ça doit faire un tout. Ça doit faire un tout pour que ça reste joli, aussi bien de face que de profil. On peut avoir des belles lèvres de face et pas jolies de profil. Le fameux duck de canard, la bouche de canard, où on se retrouve finalement avec des lèvres qui de face peuvent avoir un joli ourlet, être finalement, on va dire, aguichantes, plaisantes à voir, mais de profil, c'est catastrophique. Et en mouvement, c'est une catastrophe puisqu'on a l'impression d'avoir un museau de tapir ou de fourmilier et ça devient vraiment pas beau. Donc ça, il faut le considérer. Maintenant, en termes de la technique en elle-même. Aujourd'hui, on a des mouvements musculaires. Certains peuvent utiliser en dehors des AMM un peu de toxine botulique, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui,
le domaine de prédilection de la modification de la structure du volume des lèvres, c'est les produits d'injection de comblement, qui doivent être obligatoirement temporaires. Et si on peut conseiller, c'est uniquement l'acide hyaluronique, car vous savez que l'acide hyaluronique, c'est le seul qui peut bénéficier d'une dissolution avec une enzyme, la hyaluronidase, qui permet d'effacer en cas de lèvres trop injectées, ou bien sûr, et ça il faut le citer, des complications vasculaires qui sont un drame pour tout le monde. Vous savez que le réseau vasculaire autour de la bouche est particulièrement dense. On peut utiliser l'échographie, mais ce n'est pas si simple à utiliser. On utilise des aiguilles, mais de façon plus sécurisante, les canules. On peut en discuter longuement. Ce qu'il faut, c'est faire attention et avoir gardé cet esprit de médecin et clinique et d'assurer la sécurité du patient. Donc ça ne peut se faire que par des médecins, et on insiste lourdement là-dessus, car on voit des catastrophes. Et aujourd'hui, et ce n'est pas si rare, et aujourd'hui, ça doit également être géré par des médecins, car il ne faut pas attendre. Une fois qu'on a compris cette situation, on peut commencer à discuter avec la patiente et d'estimer quel est le volume qui va devoir être injecté. La façon d'être injecté. Donc, comme je vous l'avais expliqué, il y a des techniques différentes. La technique russe, la technique brésilienne ne va pas être adaptée à l'ensemble de toutes les lèvres. Architecturalement, une lèvre qui est déjà bien formée sera plus facile à corriger qu'une lèvre très fine, très complexe ou très âgée, pour lequel il faudra peut-être aussi ajouter à ces produits de comblement à base d'acide hyaluronique, du laser, pour proposer éventuellement un lissage. Mais si on veut avoir un effet préventif, on peut, par petites touches, de façon régulière, injecter des petites doses, être mesuré dans son acte, et pareil, utiliser des lasers qui ne sont pas forcément abrasifs ou des peelings qui ne sont pas forcément des peelings profonds. Et ça, c'est important de préserver aussi cet état cutané, cet état musculaire, et cet état adipocytaire, parce que vous savez qu'en vieillissant, il y a une fonte, le muscle reste très tonique, par contre il y a un amincissement du derme, et puis bien sûr il y a également une fonte graisseuse. Par contre les vaisseaux sont toujours aussi présents. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La demande étant de plus en plus importante, avec des jeunes patientes qui sont en demande, et on a encore eu un débat aujourd'hui, faut-il injecter toutes les patientes ou savoir les refuser? C'est une longue discussion. Chacun, en son âme et conscience, en tant que médecin, peut refuser de faire des injections ou de se donner une limite. Mais attention, il faut savoir qu'en tant que médecin, pour ces jeunes patients, on peut passer éventuellement pour celui qui refuse, et elles iront voir, à ce moment-là, des non-médecins qui ne feront tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on fait des catastrophes. Donc, dans l'indication, on doit privilégier la sécurité, mais pas avoir un avis censeur. C'est pas ma fille. Je suis pas son père, je suis pas sa mère. On a le même problème avec les garçons, parce que la demande, elle est aussi chez les garçons. Et donc, il faut préserver cet état. On peut commencer très tôt, on peut terminer très tard. Il n'y a pas d'âge en particulier, mais avec tous les outils qu'on dispose en médecine aujourd'hui, entre les lasers, les peelings, les produits d'injection, on arrive aujourd'hui à redessiner des lèvres, redonner un galbe, redonner du volume, redonner de la beauté perdue, et redonner ce côté indicible à la lèvre. C'est quelque chose qui est joli, mais qui s'explique pas toujours. Et docteur, quelle est la population la plus concernée? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On peut proposer, bien sûr, légalement, pas en dessous de 18 ans. Voilà, il faut être l'âge de raison, légal, pour pouvoir injecter. Mais après, il n'y a pas de fin, bien entendu. Et c'est assez intéressant, là, votre question, parce que en tant que médecin, on doit se baser à la fois sur l'âge de la patiente, mais le produit qu'on va injecter, et il faut des produits adaptés. Le produit qu'on va injecter à 18 ans n'est sûrement pas le même qu'à 75 ans. Et aujourd'hui, on a des études cliniques qui doivent corroborer cet état. Et c'est remarquable de voir que les laboratoires ont compris qu'il fallait des produits adaptés à tous les âges. Et on voit des études cliniques, malheureusement pour les jeunes âges, on n'a pas encore beaucoup de données, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors que on a des études, je fais des études où on commence à 18 ans et on va jusqu'à 74 ans. Alors, c'est pas 78 ans, c'est pas 75 ans, c'est comme ça, mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de limite, mais j'insiste, il faut se baser sur les données cliniques du laboratoire, et vous savez qu'aujourd'hui, avec la législation actuelle, ils doivent avoir proposé un produit adapté aux lèvres. Un produit qui est fait pour le front, pour la tempe, doit prouver qu'il est aussi valable pour la lèvre. Et donc, je vous conseille
aujourd'hui, et c'est sur le plan médico-légal, d'utiliser des produits adaptés à chaque zone faciale. C'est une obligation pour les laboratoires, ça l'est aussi pour vous. Docteur Jean-Jacques Deutsch, vous avez une longue pratique de la médecine esthétique au sein de votre cabinet et vous avez rencontré des centaines de patients au cours de votre vie professionnelle. Est-ce que la gestion du profil en médecine esthétique est un exercice difficile et comment y faire face? Alors, pourquoi on vient à la gestion du profil? Parce que chacun peut se regarder dans un miroir et quand il a une photographie de son profil, il change complètement de morphologie. C'est plus la même personne. Moi, quand je me regarde dans un miroir et que je prends une photo de mon profil, des fois je me reconnais pas. Personnellement, je suis quelqu'un d'autre. Et chacun peut faire cette expérience. C'est quelque chose qu'on voit très vite dans notre activité. Donc, le patient, lui, pareil, il se voit tout le temps dans un miroir, de face, souvent d'assez près. Il peut se tourner la tête, il se voit un peu de trois quarts, mais il ne se voit pas de profil. Or, nous voyons les gens de profil. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est de profil que nous les voyons. Donc, nous les voyons différemment de la façon dont ils se voient eux-mêmes. Donc, c'est très frappant. Et en plus de ça, les deux profils ne sont pas les mêmes. Parce que nous ne sommes pas symétriques. Ça n'existe pas la symétrie. D'ailleurs, le docteur Divaris a toute une théorie. Il a examiné des tas de crânes. Il a une explication. Donc, il n'y a pas de symétrie verticale. Il y a une symétrie horizontale, mais pas verticale. Donc, les deux profils ne sont pas les mêmes. Donc, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que votre patient, il vient souvent pour des problèmes qu'il a vus de face, mais il ne se rend pas compte de ce qui se passe à son profil. Et c'est sur le profil qu'on le regarde très souvent. Et puis ensuite, le profil n'est pas le même. Il y a une deuxième, quelque chose qui m'a interrogé aussi, c'est la sculpture. Mon épouse est peintre et sculpteur. Et quand on fait un visage dans de la terre, avant de la faire cuire, etc., on commence par faire le bloc, hein, et ensuite on prend le profil. C'est-à-dire que le sculpteur commence à voir le personnage et à faire la morphologie de sa sculpture par le profil, toujours. Parce que c'est là où il va avoir les proportions. Donc finalement, c'est le profil essentiellement qui dicte les proportions, les belles proportions d'un visage. Pas seulement de face. D'où l'importance du profil. Et dans notre activité, c'est très important à cause des photos. Bon, alors vous avez une patiente qui vient ou un patient, et puis vous faites un diagnostic, vous faites une analyse du visage, et puis vous lui demandez de se mettre de profil. Bon, et là vous voyez d'autres choses, d'autres éléments, et ensuite vous lui exprimez votre analyse. Et là, il comprend pas bien. Il comprend pas bien pourquoi vous lui dites, tiens, il y a votre menton, il a un problème, votre front aussi, votre nez, etc. Bon, ah bon? Non, j'ai pas de problème. Et à ce moment-là, vous passez aux photographies. Donc, vous prenez les photographies, face, profil, trois quarts. Et d'un coup, le patient est face aux photographies de ses profils. Et là, il se découvre totalement. Et il découvre finalement l'analyse que vous avez faite. Et ça, c'est une découverte. C'est une découverte extrêmement fréquente, amusante d'ailleurs, parfois peut-être dramatique, parce que d'un seul coup, le patient découvre quelque chose qui était vraiment morphologiquement pas très esthétique. Et il l'avait jamais remarqué. Et on lui avait jamais fait remarquer. Ou alors, il avait une dysmorphie quelque part, mais il pensait pas que la cause venait de là. Et donc, en fait, le travail du praticien, ça va être d'amener le patient à regarder avec ses yeux.
et regarder non seulement le face, mais le profil, et le faire admettre que voilà, il y a tel et tel problème. Alors, ce qui est remarquable également dans le profil, c'est lorsqu'on fait des axes assez, bon, on va pas les détailler ici, mais on peut construire des axes. Alors on a des éléments, la hauteur du front, la hauteur du nez, enfin le tiers supérieur, le tiers moyen, le tiers inférieur, et puis des axes verticaux en fonction de la position du nez, la position des lèvres, la position du menton, la position. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a énormément de rapports avec le nombre d'or. C'est-à-dire que finalement un profil, un beau profil, c'est un profil qui répond aux critères d'un nombre d'or, du nombre d'or ou l'inverse du nombre d'or. Donc c'est une découverte, c'est très intéressant. Alors ceci dit, doit-on systématiquement se référer au nombre d'or et construire des axes en disant à la personne, bah voilà, il va falloir respecter tout ça, donc il va falloir que je vous traite le nez, le menton, etc. Je pense qu'il faut aussi respecter la personnalité. On peut pas faire des clones tous pareils avec les mêmes axes, avec les mêmes. Il y a des fois des nez projetés ou des nez ethniques qui peuvent être très beaux, qui caractérisent l'ethnie ou la personnalité. Il y a des mentons qui peuvent être un petit peu plus marqués, mais qui montrent le caractère fort même d'une femme, qui a des femmes de caractère avec des mentons un petit peu plus projetés. Donc on doit tenir compte aussi de la personnalité, la façon dont la personne s'exprime, tout un ensemble d'expressions et de personnalités qu'il faut qu'on va moduler un petit peu ces critères un peu fixes. Et je pense qu'on doit se figer non seulement sur des critères objectifs, mais aussi sur des critères un peu subjectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui me gêne finalement au niveau du profil, également au niveau de la face, mais au niveau du profil, qu'est-ce qui me gêne, quelle émotion négative je ressens, et puis quelles émotions positives. Donc s'il y a un caractère un petit peu je dirais défectueux entre guillemets par rapport à des critères idéaux, bah oui, mais quelque part c'est pas gênant, au contraire, ça lui donne de la personnalité ou ça lui donne un caractère un peu particulier, unique. Donc il faut que je respecte, même s'il y a un défaut pour moi par rapport à ces critères, il faut que je les respecte. Mais je dois peut-être traiter ce qui me donne une émotion un peu négative, voilà. Et donc en fait, il faut allier la difficulté de la gestion du profil, puisque vous me posez cette question, c'est de combiner des critères objectifs avec des critères plus objectifs et subjectifs, voilà. Alors ces critères, vous savez, on regarde une femme par exemple. Si vous regardez un mannequin, les mannequins, vous regardez le profil, elles ont toutes un front convexe, par exemple. Vous regardez une femme qui est jolie de face, et puis vous la mettez de profil, si elle a un front absolument droit ou même un peu creux, eh bien, ça change complètement la visibilité, ça change sa beauté. Et donc on a tout intérêt à recréer un front un peu convexe, plus ou moins convexe bien sûr, mais certainement pas creux ou trop plat. Voilà. Et il y a la hauteur du front qui compte évidemment, et on le voit bien de profil, ça se marque parfaitement. Et puis ensuite vous avez l'angle nasofrontal qui est très important. Et il y a des différences entre hommes et femmes, puisque l'angle nasofrontal est un petit peu plus abaissé pour les femmes, et il est un peu plus haut chez les hommes. Chez les hommes, il est plutôt au niveau des sourcils. Chez les femmes, il est plutôt au niveau de la ligne pupillaire, c'est-à-dire que la ligne qui rejoint les pupilles. Et donc, si vous traitez un nez, par exemple, d'une femme et que vous lui traitez son creux, cet angle, et que vous lui remontez l'angle, vous la masculinisez un petit peu. Donc, alors ça peut se faire, mais il faut prévenir un patient. Vous aurez un nez un peu grec, voilà. Donc, vous voyez, et ça se joue des fois sur des millimètres. Hein, ça se joue pas sur des choses, sur des critères très 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 importants. Ça se joue souvent sur les millimètres. Après, vous avez donc le profil au niveau du nez.
Bon, alors le nez, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais aussi il faut respecter aussi, comme je vous ai dit, la personnalité, la provenance de la personne, parce qu'il y a des nez ethniques qu'il faut respecter. Et puis ensuite, vous avez la projection, on le voit bien, la projection de la zone, ce qu'on appelle la zone malaire ou sous-orbitaire, qui est cette zone sous les yeux. Et cette projection, elle est différente chez les hommes et chez les femmes. Et donc, quand vous voyez quelqu'un, une femme par exemple, avec cette zone creuse, ça donne un aspect fatigué. Voilà, c'est disgracieux. Et donc, vous voyez tout de suite que vous aurez intérêt à faire une petite projection à ce niveau-là. Et puis, si vous descendez, vous arrivez aux lèvres. Et vous arrivez à cette fameuse distance entre le nez et les lèvres rouges. Et on s'aperçoit évidemment tout de suite quand une personne vieillit, eh bien cette ligne s'allonge. Et on le voit très bien sur le profil. Parfois on le voit moins sur la face, parce que les gens peuvent être maquillés. Et donc là on sait qu'on va devoir agir pour essayer de raccourcir cette distance. Et ça on le voit bien le profil. Ensuite, si on descend sur le niveau des lèvres, la projection des lèvres, c'est très important. Et aussi, s'il y a une lèvre qui est un peu plus en retrait par rapport à l'autre, on voit qu'il y a des corrections qu'il va falloir faire. Peut-être pas forcément, mais on doit s'interroger sur cette possibilité d'agir sur finalement l'aspect aussi un petit peu alors la concave de la lèvre supérieure. Et non pas comme une falaise qui tombe comme ça. Et donc voilà, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des lèvres. Et puis ensuite, on arrive sur le creux mentonnier et sur le menton. Et là, c'est très important. Je peux vous dire, et je peux vous assurer, que le menton équilibre un visage. Et le problème, c'est que les patients n'en ont pas conscience. Et souvent, quand on leur explique, elles ne veulent pas y croire. Et à chaque fois qu'on traite un menton et qu'après disent vous aviez raison, docteur. Toutes. Mais j'en connais pas une qui dise au départ non. Alors là, je suis d'accord avec vous. Non, c'est quasiment dans 90% des cas. Ah bon, pourquoi vous voulez faire le menton? Voilà. Mais c'est extraordinaire comme ça équilibre un visage. Extraordinaire. Et il y avait une présentation qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, qui est au docteur Laraoui, et qui montrait qu'en traitant le menton, il avait amélioré les lèvres sans toucher aux lèvres. Voilà. Donc il y a une action aussi du menton sur le positionnement des lèvres. Voilà. Et voilà donc tout ce qu'on peut faire avec un profil. Et docteur, comment savoir dire non à une patiente ou à un patient? Alors, en général, parce que là, on va déborder évidemment la question du profil. C'est difficile de dire non, parce que comme a très bien dit le docteur Cartier, si vous dites non systématiquement, personne n'ira voir n'importe qui lui fera très mal. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que je peux répondre à cette question, même si elle paraît un petit peu sortir un peu de ce qu'on fait, mais en faisant quelque chose de sympathique, d'esthétique, et qui lui évitera d'aller voir n'importe qui et de faire n'importe quoi. Donc, il faut toujours se poser cette question avant de dire non. Maintenant, je pense qu'il faut dire non quand il y a vraiment, on sent qu'il y a un aspect psychologique, une perturbation psychologique importante. Là, je pense qu'il faut d'emblée avoir un avis d'un professionnel de psychologue, psychiatre. Là, oui, quand nettement il y a un problème à ce niveau-là, il faut savoir dire non. Moi aussi, je dis non aussi à des gens qui sont un peu, je les vois, qui sont on sent, vous savez, des gens on va avoir des problèmes. Donc, ces gens-là, on sent avec l'expérience qu'il vaut mieux rien leur faire. Voilà. Merci, docteur. Docteur Alain Butnaru, vous allez nous parler de l'hormonothérapie et notamment des hormones anti-âge. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est l'hormonothérapie et s'il est envisageable de prendre des hormones à tout âge? Alors,
L'hormonothérapie, c'est quoi? C'est juste l'étude des hormones que notre corps fabrique. Notre corps fabrique beaucoup d'hormones. Il y a des hormones sexuelles, des hormones, par exemple, celles de la thyroïde, des hormones qui vont agir au niveau, par exemple, de nos surrénales. Et toutes ces hormones ont des importances primordiales parce qu'elles nous permettent simplement de bien vivre et que nos organes fonctionnent de façon optimum. Alors, oui, il faut prendre des hormones à tout âge, mais bien sûr pas n'importe comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pas traiter juste comme ça pour faire du dopage. On va, lorsqu'il y a une plainte, lorsqu'il se passe quelque chose, lorsqu'un patient vient nous dire je suis fatigué, je ne vais pas bien, ma libido baisse ou des choses comme ça, on va donc faire un bilan, mais qui est un bilan qui va pas être simplement hormonal, qui va être un bilan beaucoup plus complet, qui va regarder comment fonctionne l'organisme du patient, que ce soit par exemple au niveau de son microbiote, au niveau de ses intestins, et bien sûr donc on va regarder ses hormones et éventuellement avec beaucoup de précautions d'usage, on va pouvoir ajouter des hormones si c'est nécessaire de façon mesurée et bien sûr en contrôlant régulièrement ce qui se passe. C'est-à-dire que il faut surtout pas être en excès et il y a des contre-indications qui sont par exemple des pathologies pour lesquelles on ne va pas donner d'hormones. Est-ce que l'hormonothérapie fait en quelque sorte un retour en grâce actuellement, car elle a souvent été décriée? Alors absolument. Elle a été longtemps décriée pour une raison simple. C'est qu'on s'est basé sur des études qui ont été faites aux États-Unis aux environs des années 2000 et on s'est aperçu qu'il y avait de vrais problèmes. La seule différence énorme, c'est qu'on n'utilisait pas en Europe, et surtout en France, pas du tout les mêmes hormones. Nous utilisons de ce qu'on appelle des hormones biosynthétiques. On va dire qu'elles sont pareilles que nos hormones naturelles au niveau de la formule, au niveau de ce qui est très fin. Et donc, on va pouvoir traiter vraiment avec ces hormones sans avoir aucun inconvénient. Et les hommes et les femmes, sont-ils tous deux concernés par l'hormonothérapie? Absolument. Les hommes et les femmes sont concernés tous les deux par l'hormonothérapie. Alors, on parle souvent de ménopause. Il y a plusieurs périodes dans ce qu'on appelle la ménopause. Il y a la périménopause, c'est donc avant, puis la ménopause installée. Chez l'homme, on parlera d'andropause. Alors, chez la femme, lorsque la ménopause est installée, on a un arrêt complet de la fabrication hormonale. Chez un homme, c'est beaucoup plus lent, avec des paliers. C'est très différent. Mais on va pouvoir, pour les deux, traiter. En sachant aussi que si on traite des hormones des hormones pour l'anti-âge, il faut aussi ne jamais oublier qu'il faut traiter le reste. Par exemple, les hormones thyroïdiennes sont aussi très très importantes pour pouvoir avoir une action complète pour nos patients. Et à partir de quel âge doit-on s'en préoccuper justement? Alors, il n'y a pas d'âge pour se préoccuper de commencer à se traiter. En fait, on va commencer à s'intéresser lorsqu'il y a une plainte. Alors, ça peut être, par exemple, simplement déjà une fatigue importante, quel que soit l'âge. Que même chez des gens jeunes, on peut avoir des problèmes de fatigue qui peuvent se révéler être un problème hormonal. Ensuite, ça va être des douleurs, par exemple, moins d'entrain. Je vous parlais tout à l'heure de libido. Et ça peut être vraiment à presque tous les âges. Bien sûr, en vieillissant, on a plus en général de problèmes et on va s'intéresser un petit peu plus tard, de commencer à traiter. Merci beaucoup, docteur. Docteur Catherine de Goursac, vous évoquez la médecine régénérative qui peut être autologue, soit non autologue. Pouvez-vous nous en dire plus sur la médecine régénérative et son principe d'autologie, s'il vous plaît? Alors, la médecine régénérative est un grand pan de la médecine actuelle. C'est un grand futur, mais avec beaucoup de flou. Nous sommes en train de travailler beaucoup sur tout ce qui est donc régénérescence des tissus, les dopés. C'est un marché qui est absolument énorme. Il y a à peu près 35 milliards de dollars investis en 2024 dans ce champ-là. Mais c'est aussi bien dans la médecine pathologique que dans la médecine esthétique. La médecine régénérative, c'est fait pour stimuler vos propres tissus.
Alors nous, en esthétique, qu'est-ce qu'on a? On a des choses que moi, je ne peux pas utiliser parce que je ne suis pas chirurgien, qui sont tout ce qui est autologue, justement, les nanofats, les transplants de facteurs de croissance issus de nos graisses. C'est tout à fait intéressant et ça donne une très jolie peau et ça leur restimule. Tout en gardant dans la tête que c'est intéressant. En fait, hélas, quand on est jeune, parce qu'on a un tissu plein de facteurs de croissance quand on est jeune, et quand on vieillit, on a des tissus qui sont plus pauvres. Nous avons aussi autre chose qui n'est pas autorisé en France, particulièrement, c'est le PRP, c'est-à-dire qu'on va prendre des plaquettes, on va rechercher les facteurs de croissance et on va les réinjecter. C'est dommage parce que en Europe, on l'utilise partout, mais pas en France. Qu'est-ce que nous avons en France? Nous avons quelque chose qui est tout à fait légal et intéressant, qui sont les polynucléotides. Les polynucléotides, j'avais fait une publication, j'avais recherché toutes les références, ça date des années 90, mais c'est d'abord passé par la pathologie. Et nous aimons bien ce qui passe par la pathologie pour ensuite arriver à l'esthétique, parce que c'est très éprouvé. Et c'est très important en Corée. Vous savez que nous regardons beaucoup les Coréens parce que les Coréens ont des modèles cosmétologiques, des modèles de beauté qui sont très intéressants. Ils font beaucoup de recherches et la qualité de la peau est essentielle. Et nous avons maintenant cette volonté des patients de ne plus avoir que des injections, de plus avoir ce qu'on appelle le pillow face, c'est-à-dire un visage qui gonfle avec plein d'injections, mais plutôt un aspect sain de la peau, une belle peau. Et donc, de Corée sont venus ces polynucléotides, et puis ensuite d'Italie. Et ce sont des extraits de laitance de saumon et qui sont complètement purifiés, qui sont non antigéniques. Alors, j'ai regardé toutes les publications, il n'y a pas de réaction allergique. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'effets secondaires vraiment importants. Et ça régénère, mais au long cours, en différé. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que ça vous répère un petit peu la peau, elle devient plus pulpeuse et plus belle. Et puis nous avons toute une gamme qui est en train de sortir et dont on parle énormément, ce sont les exosomes. Alors, nous avons plusieurs types d'exosomes. Nous avons les exosomes d'origine végétale. Les exosomes, d'abord, qu'est-ce que c'est? Ce sont des microvésicules qui passent d'une cellule à l'autre et qui donnent une information, mais qui peuvent aussi donner une espèce de dopage. Là, pour l'instant, il y a un flou artistique assez important sur les exosomes, mais c'est un champ de travail énorme et c'est vraiment le futur. C'est là où on va avoir la possibilité de redonner une peau très belle, très jeune et très beaucoup plus belle. Donc, ces exosomes, on a des exosomes d'origine végétale qui ont fait la une de plein de journaux, de plein de congrès. Mais moi, j'ai fait des essais, j'ai fait des tests avec les exosomes végétaux. J'ai pas été très convaincue. J'ai pas vu beaucoup d'amélioration. Il y a maintenant des exosomes d'origine bactérienne. Et ça, c'est le Lactobacillus plantarum. Et là, on voit déjà quand même qu'il y a une petite amélioration. Mais ça, c'est dans le monde entier. Vous voyez aux États-Unis, en Europe, etc. C'est mis en topique. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de l'injecter. Mais c'est le futur. Et puis, il y a les exosomes d'origine humaine. Ça, c'est en Asie. On ne peut pas les utiliser dans le monde occidental. Mais c'est très intéressant de les voir. Il faut toujours voir ce qu'ils font. D'abord, ils vont prendre que des exosomes d'origine de personnes très jeunes, c'est-à-dire ou de cordon ombilical ou de placenta. Ou j'ai vu un laboratoire qui avait pris un donneur unique en biotech, donc on réplique, qui était avant Covid. Comme si le Covid pouvait gêner dans notre matériel. Et donc tous ces exosomes vont être un futur. On le voit en oncologie puisqu'ils ils peuvent délivrer des médicaments et c'est tout à fait intéressant parce que ça peut traiter de façon très ciblée des choses. Et il faut qu'on regarde, nous, ça c'est notre travail à nous, de regarder tout ce qui se fait en pathologie pour voir ce qu'on peut amener en esthétique. Pour l'instant, en esthétique, on va repartir sur moi, ce que je peux faire en tant que médecin esthétique.
En France, c'est ni les PRP, ni les extraits de graisse, ce sont les polynucléotides. Les polynucléotides, l'Italie a fait énormément d'études, ils ont été pionniers pour l'Europe, et on a une vraie régénérescence de la peau, mais également au niveau des cheveux. On peut redonner une densité capillaire et des cheveux plus épais. Donc cette médecine régénérative, elle est notre futur, mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Donc il faut s'y intéresser, mais on peut pas accéder tout de suite, comme les patients le demandent, le voient, tout de suite à certains produits qui sont par exemple les exosomes. Et quels sont les organes irremplaçables? Quels sont les organes irremplaçables dans le corps? Alors, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a eu des études on a l'impression que dans le futur, vous allez prendre des cellules souches, vous allez faire des impressions 3D et puis vous allez pouvoir reconstituer un foie ou des choses comme ça. Il y a eu un congrès il y a pas très longtemps aux États-Unis qui ont montré des trucs incroyables. Donc, on a l'impression que on va pouvoir être en impression 3D, tout simplement. Assez extraordinaire en remplaçant des ligaments, plein de choses. Pour l'instant, c'est de l'expérimentation, hein. Ce n'est pas du courant. Pour l'instant, vous avez un problème au foie, et ben, il faut le traiter comme classiquement. Merci, docteur. Docteur Yvon Peria, pouvez-vous nous faire un point sur les lasers et EBD et ce qu'il faut retenir pour 2025? Alors, en 2025, eh bien, on a eu quand même une grande nouveauté dans le traitement de l'acné. Alors, certainement, il y a eu des précurseurs dans le passé, avec les différentes lasers vasculaires, des lasers infrarouges qui amélioraient l'acné, mais on n'avait encore pas une longueur d'onde qui était spécifique de l'acné. Depuis cette année, 2024-2025, une grande nouveauté, 2 lasers qui arrivent sur le marché, un qui a été commercialisé en 2024 par la société Cutera qui s'appelle Aviclear, un autre en 2025 qui a eu la marque CE également qui était commercialisé par la société Quanta qui s'appelle Lacure et qui sont des appareils qui sont faits pour traiter l'acné. Alors pourquoi traiter l'acné alors avec un laser, alors qu'on a des médicaments qui sont depuis de très nombreuses années utilisés, efficaces, validés? Eh bien, c'est parce qu'il y a 2 types de médicaments. D'une part, certains qui sont suspensifs, donc qui vont améliorer l'acné en attendant que cette acné disparaisse. Mais le problème, c'est que dans certaines situations, eh bien, l'acné ne disparaît pas spontanément. Et ensuite, des médicaments qui sont curatifs, qui s'appellent l'isotrétinoïde. Malheureusement, ce médicament, il a certains effets secondaires et certains patients ont une contre-indication à ce médicament. Par conséquent, chez ces patients-là, eh bien, il faut trouver une solution. Et on avait pour l'heure, on avait assez peu de choses. Avec ces médicaments, avec ce traitement laser, dorénavant, on pourra traiter ces patients. Donc, soit des patients qui ont des contre-indications formelles aux médicaments, soit des patients qui ne veulent pas ou ont tout essayé aussi, tous ces patients qui ont essayé les différents médicaments, il y a eu une efficacité et puis il y a eu une rechute. Ça arrive même avec le traitement définitif et par conséquent, ces patients sont à la recherche d'un traitement qui les guérisse. Enfin, il y a une mode contre les médicaments un petit peu agressifs en ce moment et certains patients donc cherchent un médicament qui à leurs yeux traitement physique leur paraît plus soft, voilà. Donc ces traitements laser ont effectivement pour le coup assez peu d'effets secondaires, ils sont pas dépendants de la pigmentation.
se réalise en 3 à 4 séances espacées d'1 mois avec une efficacité qui est à juger, malheureusement pas immédiatement, mais dans l'année qui suit. C'est-à-dire que progressivement, l'amélioration est progressive à partir de la 3e ou de la 4e séance. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la grande nouveauté 2024-2025, je dirais, et avec on peut appeler ça une révolution, mais quand même une grosse évolution en matière de laser. Alors, deuxième point que je soulèverai, c'est en matière de prévention. Des études sortent de plus en plus maintenant en matière de prévention des cancers cutanés photo-induits, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lésions précancéreuses et les carcinomes au niveau des parties découvertes chez des patients qui ont été trop au soleil avec une photoprotection qui a été insuffisante. Donc différentes études montrent, dont une qui est maintenant qui a été contrôlée, vérifiée et qui a même été, je dirais, il y a d'autres études qui viennent confirmer, qui montrent que si l'on traite par laser fractionné un bras, laser fractionné ablatif, un bras et pas l'autre, chez des patients qui ont pris pas mal de soleil, eh bien 3 ans après, le côté qui a été traité par le laser ne voit pas apparaître de carcinome, alors que le côté non traité, eh bien, voit apparaître de nombreuses kératoses précancéreuses et de nombreux carcinomes. Cette étude a été reprise, a été validée par d'autres études avec d'autres appareils qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais qui étaient également des lasers fractionnés ablatifs. Les études ont montré la même efficacité. Alors, dernier point en la matière, une étude tout à fait récente montre que chez les patients qui ont des rosacées, c'est une pathologie qui donne de la couperose, entre autres, ces patients qui ont été traités par laser vasculaire, eh bien, ceux qui ont été traités par laser vasculaire voient apparaître beaucoup moins de cancers cutanés au niveau de leur visage que ceux qui n'ont pas été traités par laser. Ce qui est d'autant plus intéressant puisque cette pathologie qui est la rosacée touche plutôt les populations dites nordiques celtiques, qui sont des populations qui voient apparaître beaucoup de carcinomes, beaucoup de lésions précancéreuses et de cancers avec les années. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est quand même intéressant, c'est qu'on sait maintenant qu'il se passe des choses et quand on traite des patients par laser, on a une amélioration esthétique éventuelle, texturale, mais on a aussi une amélioration qui est une amélioration plus structurelle dans la peau avec un côté prévention à l'égard de la santé en fait. Alors, un dernier, ça c'est plutôt du futur, je dirais, puisque l'appareil n'est pas commercialisé encore en France. Là aussi, depuis de nombreuses années, on s'était aperçu quand on traitait la peau avec des lasers, un des effets, là, à l'époque c'était des effets secondaires, c'était le fait d'avoir les poils qui pouvaient pousser lorsqu'on traitait. Ça, entre autres, dans le laser épilatoire, on savait que certaines populations voyaient apparaître en périphérie de la zone traitée une pilosité, alors que c'était pas l'objectif évidemment, et ça s'appelait l'hypertrichose paradoxale. On le sait aussi parce que depuis qu'on traite les coupes roses, on pouvait voir apparaître un peu des poils ou dans les relissages de la peau du visage par laser CO2, on a envoyé apparaître des poils. Eh bien, des études ont montré depuis quelques temps et que le traitement avec des lasers fractionnés CO2, là encore, permettait l'amélioration de la pilosité au niveau du cuir chevelu et permettait de traiter partiellement, en tout cas, de faire pousser les cheveux sur des zones qui étaient des zones devenues glabres. Alors, ça, c'est assez difficile à réaliser avec des lasers fractionnés ablatifs, mais la grande avancée, c'est que un industriel a mené cette étude avec des lasers fractionnés non ablatifs. Là, c'est beaucoup plus facile à réaliser parce que beaucoup moins agressif. Et ça a permis en 4 séances, d'améliorer
la chevelure, et un traitement versus le minoxidil, qui est quand même un des traitements de référence dans le traitement médical de l'acné, eh bien, on s'est aperçu que traitement laser fractionné non ablatif versus minoxidil, eh bien, c'était plus bénéfique côté laser fractionné non ablatif. Donc voilà les trois grandes avancées que je retiendrai, moi, sur cette année en matière de laser. Merci, docteur. Est-ce que la polyvalence est devenue quelque chose de primordial? La polyvalence, quel domaine? Comment? Dans les lasers et EBD aujourd'hui. Oui. Donc, polyvalence, non, je dirais que les lasers, c'est quelque chose de spécifique. C'est-à-dire, chaque longueur d'onde a une cible et chaque cible a c'est pour traiter une pathologie particulière. C'est-à-dire que souvent dans la population, les patients viennent vous voir en disant faites-moi du laser. En fait, non, c'est pas comme ça malheureusement que ça se passe. C'est est-ce que j'ai le laser adapté pour traiter une pathologie spécifique. Donc je dirais que même c'est un peu le contraire, c'est-à-dire plus les années passent et plus on rentre dans la spécificité. Un laser, une longueur d'onde, un laser égale le traitement d'une pathologie ou est efficace dans une démarche esthétique. Et comment est-ce qu'on gère la douleur avec ces nouveaux équipements, justement? Alors, la douleur peut être gérée de différentes façons. Ça va simplement de l'application de froid. Hein. Il y a beaucoup d'appareils qui sont utilisés avec un système de refroidissement. Hein. Ça va de l'air pulsé en passant par le refroidissement au contact ou les cryosprays, etc. On peut utiliser des anesthésiants de contact, des anesthésiants topiques. Ça, c'est une façon qu'on applique quelques heures avant. Ça marche relativement bien dans pas mal de lasers qui vont pas trop profond. Et si on doit faire un traitement qui va amener beaucoup d'énergie en profondeur, il va falloir à ce moment-là réaliser une anesthésie locale. Merci beaucoup, docteur. Nous allons marquer une courte pause et nous revenons dans 2 minutes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde. Et merci à nos intervenants d'avoir abordé dans les temps les 5 sujets évoqués, mais nous aimerions maintenant lancer des échanges un peu plus librement et informels entre vous. J'ai cru noter que vous, docteur de Coursac, vous aviez envie de vous exprimer à propos des dérives constatées en France sur les pratiques non autorisées de médecine esthétique et notamment sur les fake injectors. Qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous et où est-ce qu'on est au niveau législatif, s'il vous plaît? Les fake injectors, c'est en effet un grand effet de mode et il y en a de plus en plus. Sauf que on a des médecins qui se sont quand même pas mal mobilisés pour montrer les effets secondaires et les effets gravissimes. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui sont non habilitées à pouvoir injecter, qui se sont retrouvées quand même sous le feu de la justice. Donc, j'ai l'impression que ça se stabilise. Mais nous avons aussi les auto-injecteurs avec des tutos sur la télé, sur les réseaux. Le problème, c'est que on ne sait pas quel est le produit parce qu'ils achètent ça sur Internet qui vient de Chine avec des compositions qu'on ne connaît pas. Ce sont des gens qui ne sont pas habilités, qui ne connaissent pas l'anatomie, qui ne connaissent pas la peau, qui ne connaissent pas tout ce qui se passe au niveau d'un visage et qui peuvent... Alors, le problème, c'est injecter dans une artère, mais également ne pas injecter comme il faut. Ça ne vieillira pas bien. Et surtout, nous, quand on se retrouve avec quelqu'un qui a eu un effet secondaire ou un gros problème, comme nous ne connaissons pas le produit, il n'est pas enregistré normalement, il est illégal.
nous ne pouvons pas prendre le risque de l'aider. Donc ces phaques injecteurs, elles font pas le SAV. Donc elles nous l'envoient. Et nous, on n'a pas envie de prendre ce risque. Donc on le renvoie à l'hôpital. Et l'hôpital, il n'a pas envie de voir des gens arriver avec des choses faites un peu n'importe comment. Donc, si vous avez envie de vous faire des choses, il vaut mieux que ce soit par des professionnels, des médecins, qui connaissent réellement leur métier et qui ont été formés. Et puis en plus, qui ont une traçabilité, parce que nous avons une obligation de traçabilité de tous les produits, et on peut ressortir 5-10 ans après ce que l'on a injecté. Merci. Oui, moi je dirais, les hôpitaux, ils savent pas traiter ça. La plupart du temps. Ils reçoivent des patients avec ces complications-là. Ils n'ont même pas de hyaluronidase très souvent. Je me souviens d'un patient qui était allé à l'hôpital, il ne savait pas quoi faire. Donc, les envoyer à l'hôpital, il faut savoir où, pour qu'ils soient... Ouais. Oui, ce qui me pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un désintérêt de nos instances, et notamment même notre conseil de l'ordre des médecins. Vous savez qu'un patient doit porter plainte, parce qu'on reçoit ces patients. S'il ne porte pas plainte, le Conseil national des médecins n'est pas intéressé. Et pareil pour la police, il faut absolument porter plainte. Et ça, pour nous, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas dénoncer. On peut dénoncer, mais ça ne sert à rien. Ça sera un coup d'épée dans l'eau. Et aujourd'hui, on est face à une demande qui est énorme, du fait parce qu'on refuse, du fait parce qu'on n'est pas présent, du fait parce que ça ne va pas assez vite, du fait parce qu'on n'est pas sur les médias sociaux. Et on en discutait hier, justement. Moi, je dis c'est la seule façon, c'est d'éduquer les patients. Comment les éduquer? Les informer. Alors voilà, grâce à la télé, à vous, on peut éventuellement faire passer une information qui ne soit pas une information d'essayer de contraindre. On veut juste expliquer que c'est pas parce qu'on veut gagner plus de sous et qu'on veut pas partager le gâteau. Ça n'a rien à voir. C'est que le problème, c'est que les complications, elles vont à l'avant et que, voilà, je vais faire souvent, je dis aux patients, je leur explique, je dis, écoutez, je peux acheter un avion si vous voulez. Je le mets dans mon jardin. Bon, il n'est pas si grand que ça. Et je peux pas le piloter. Ben voilà, c'est pareil. Vous pouvez acheter si vous voulez, les regarder, mais vous n'avez pas le droit de les utiliser. Vous pouvez pas. C'est simple. C'est trop facile. C'est trop facile de se dire, je peux faire comme les médecins. Après tout, je suis adroit. Je sais planter un clou dans un tableau, dans un mur. C'est parfait. Ben oui, mais non, ça marche pas aussi simple que ça. Et moi, je pense que les médecins, parce que c'est le seul moyen, c'est l'information, et on est suffisamment sur les médias sociaux, suffisamment pour faire des caisses de résonance. C'est marqué sur tous nos sites. Tous nos sites médias sociaux, nos sites web, etc., dans nos cabinets médicaux, en disant, voilà, ben la santé, elle peut tuer. Il n'y a pas encore si longtemps, il y avait un magazine qui a expliqué sur sa pleine page, belle à mourir. Et aujourd'hui, on en est là. Et on se dit, mais nous médecins, on est complices, puisque finalement, on n'arrive pas à dénoncer, on ne nous donne pas les moyens de dénoncer. Alors, informons. Si on ne peut pas dénoncer, informons. Informons et répétons. Parce qu'aujourd'hui, des patients de plus en plus jeunes, c'est catastrophique. Tout à l'heure, il y a Philippe Questemont, qui est un ardent défenseur de la prise, qui prend en charge à Nice 180 patientes à gérer en complications vasculaires. Ça devient des chiffres qui sont tout simplement astronomiques et qui prend en charge, si demain ça arrive à nos enfants, mais voilà, ça serait un vrai problème de santé. C'est un problème de santé publique qui n'est pas assez, je pense, finalement pris en charge par nos instances décidantes. Il n'y a pas seulement les instances, c'est tous les pouvoirs publics qui sont ils n'ont pas conscience qu'il y a un problème de santé publique. Pas vraiment. Et même la justice. Parce que tu dis qu'on porte plainte, mais moi j'ai incité une patiente à porter plainte, j'ai même fait l'aider à rédiger le papier, elle a déposé sa plainte. En plus, c'est un nom assez connu, elle est femme d'un gros industriel. Le procureur n'a pas bougé, il n'y a jamais eu même pas une enquête. Donc si tu veux, si les gens portent plainte et qu'il n'y a pas de suite, il y a vraiment une prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience réelle. Ils ont bougé un petit peu quand il y a eu l'émission télé où voilà, on a passé à la télé toutes les complications. Là, ça a bougé un petit peu, ça frémit. Et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Oui. Les condamnations, c'est du bidouillage. Voilà, on condamne les phaques injecteurs à une petite amende, elle recommence le lendemain. D'ailleurs, Questemont disait, il y avait une influenceuse assez célèbre, ils l'ont condamnée. Elle a recommencé le lendemain. Ça ne l'a pas arrêté. Donc, il y a un problème général de santé publique. Et je pense qu'on est... Alors, il y a un autre biais qui a été soulevé par un avocat.
c'est le biais justement de la concurrence déloyale. Alors ça, la concurrence déloyale, ça joue parce que la concurrence déloyale, là on bouge un peu, hein, bizarrement. Alors évidemment, ça fait un peu les médecins qui défendent leur beefsteak. Oui, mais là ça peut faire bouger les pouvoirs publics. Concurrence déloyale, parce que par exemple, un type qui veut faire sa maison et qui prend un gars comme ça, son voisin, il n'est pas assuré, il y a une malfaçon. Tu vois, il y a un problème. Donc, concurrence déloyale, etc. Et donc, peut-être, par ce biais-là, peut-être qu'ils bougeront. Mais là, moi, je les vois pas trop bouger, là. Même la justice ne bouge pas beaucoup. Et Dr. Peria? Hugues, là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que, en pratique, il y a deux types de patients, en fait. Il y a des patients qui vont pas aller chez Fake Injector, et puis les patients qui vont y aller. Et ceux qui vont y aller, c'est des gens qui sont pas éduqués, donc mal éduqués ou voilà. Mais tu les éduqueras pas parce que c'est des patients qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, qui fonctionnent. Tu vois bien la sphère complotiste. Donc ils vont pas chez les médecins, ils préfèrent les fake injectors parce que c'est plus près d'eux, en fait, quelque part. Enfin, c'est tout ça. La solution? Il n'y en a pas. Si. La solution, c'est une solution politique. Je suis assez d'accord. Oui, la contrainte politique. C'est-à-dire que c'est une solution politique. Tant que les politiques n'auront pas décidé de mettre un coup d'arrêt à la chose, et je vois bien, parce qu'avec l'épilation, l'histoire de la concurrence déloyale, nous qui avons essayé à un moment donné de lutter contre les épilateurs, avant le décret qui est toujours pas... Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais on a essayé de passer par ce biais-là. C'est-à-dire que tu déposes une plainte au procureur, il ne se passe rien. Par contre, tu attaques via la concurrence déloyale, là, tu as un espoir d'aboutir à quelque chose. Ce ne sera pas beaucoup, mais tu vas gêner. Allez, juste au boutiste, si elle paye sa TVA, à la limite, elle sera autorisée, quoi. Voilà. C'est ça? Ok, bon, s'il faut faire passer les impôts juste pour ça, non. Moi, je pense que l'information, elle doit être donnée par des médecins à tout point de vue, à titre préventif, comme on le fait tous les jours en tant que médecin. C'est aussi important, la prise en charge globale, comme le disait Alain, pour l'hormonothérapie, c'est pas parce que tu vas donner 3 petites pilules comme les Américains que ça va résoudre ton problème d'anxiété, d'asthénie ou autre chose. Ça mérite un bilan. Aujourd'hui, on voit des bilans qui sont faits n'importe comment avec des trucs en disant arrêtez de manger des carottes et des patates ou des poireaux et vous allez vous porter beaucoup mieux. Eh ben non, avec des bilans qui sont faits dans des pays X, machin, ils reviennent avec des évaluations, tu ne sais même pas comment c'est évalué, c'est même pas validé par nos instances françaises ou décidantes. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on ne sait pas où ça va. Et aujourd'hui, l'information, elle nous échappe. Et aujourd'hui, on est d'accord que en tant que médecin, on doit aussi peut-être investir ces médias sociaux pour montrer qu'on doit aussi des exemples. Parce que si on n'est pas, ils le feront à notre place. Et aujourd'hui, c'est le seul moyen simple de mettre sur tous les sites de médecins l'information. C'est comme la santé, c'est comme boire ou conduire. C'est dangereux pour la santé. C'est faire du sport tous les jours et marcher. Eh bien, la médecine, c'est fait par des médecins. Et la médecine esthétique est de la médecine. Parce qu'on en discutait hier, justement, et des patients disaient « Mais la médecine esthétique, c'est pas de la médecine. » Ah oui, mais dans esthétique, il y a aussi médecine. C'est un acte médical, avec une assurance professionnelle, avec une éthique, d'accord? On a ça, la confraternité, c'est pas juste le geste technique. On est d'accord, il y a des influences, il y a des injectrices, mais qui sont particulièrement douées pour injecter, ok? Mais ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que ça te donne l'autorisation de conduire sans permis. Voilà, c'est simple. Alors, le problème, je suis d'accord avec toi sur les réseaux et il faudrait qu'on bouge. Mais je suis aussi d'accord avec Yvon, c'est que nos patients regardent nos réseaux. Enfin, les patients qui vont chez le médecin regardent les réseaux. Ceux qui vont chez le fake injecteur ne regardent pas nos réseaux à nous, ils regardent les réseaux des fake injecteurs. Et deuxièmement, il y a une question de coût. Parce que beaucoup de gens vont aussi chez les fake injecteurs parce que par rapport à nous, ça coûte beaucoup moins cher. Elles n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes charges que nous. C'est pas vrai. Celle qui a été punie à Valenciennes, la seule qui a été punie de Valenciennes, elle demandait plus cher que nous. Moi, alors là, celle que j'ai entendue, elle prenait vraiment moins cher. Oui, et celle qui fait... Oui. Ouais, voilà. Pas de traçabilité, pas d'origine, mais il y a aussi des laboratoires qui ont pignon sur rue et qui ont des pharmaciens qui ont, à un moment, on pouvait acheter dans une pharmacie avec une fausse ordonnance, pas numérisée, et on pouvait faire n'importe quoi. On pouvait acheter ce qu'on voulait. Il y a des pharmacies, je suis désolé, où tu avais l'impression que tu faisais ton choix, faites votre choix. Et je crois qu'il faut pas. Le problème, c'est aussi la justice dont tu parlais tout à l'heure, c'est que je crois qu'il faut rien attendre de la justice. Lorsque tu fais n'importe quel procès, il faut attendre 1 an et demi ou 2 ans avant d'avoir un jugement.
investissement mais qui si va on être montre pas, relancé. si on montre pas l'exemple, Non, mais nous, il ne faut qu'on feront montre pas. l'exemple. T'as raison, mais La justice, elle va durer. Par contre, les politiques, c'est un peu mouvant. Enfin, ça bouge en ce moment. Hein. Enfin, vous savez, ça bouge beaucoup. Et je pense que la lisibilité à 10 ans ou 15 ans, quand on voit la démographie médicale, comment elle est répartie, comment elle est faite, nous, les dermatos, on est en train de pleurer parce qu'aujourd'hui, je crois que les instances décidantes ne voient pas qu'on va dans un mur. On le sait depuis 10 ans. Aujourd'hui, alors on nous empêche, on nous stigmatise en disant les dermatos font pas d'esthétique. Mais les dermatos, ils ont toujours fait d'esthétique. Ça fait partie de nos prérequis depuis Aron Brunetière et bien avant, c'est pas le problème. Aujourd'hui, on peut faire, nous, ça nous dérange pas de faire du mélanome, du psoriasis, mais de la dermatologie esthétique, du laser, de la prévention. C'est un tout. Les médecins généralistes font de l'hormonologie, ils font du diabète. Enfin, arrêtons de se voiler la face en disant non, vous ferez plus que de l'hypertension artérielle. C'est pas à eux de décider ce qu'on doit faire. La médecine esthétique, c'est aussi de la médecine anti-âge, c'est aussi de la médecine préventive. Et tu le sais comme moi, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies, ces techniques aujourd'hui. Tu disais la prévention des cancers avec le laser, mais c'est hyper intéressant. On n'attend pas d'avoir un patient qui vient avec un cancer. On fait de l'éducation thérapeutique. Et ben on fait aussi de l'éducation informative. Et même si je touche pas toute la population, et je suis d'accord avec toi parce que je me prostitue pas entre guillemets sur les sites médias parce que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je pense que déjà dans mon cas médical, petit à petit, quand tu vois une patiente dont tu as une fille qui va aller se faire tatouer et qui n'a pas l'autorisation, eh ben ça peut commencer comme ça. C'est comme la drogue. À un moment, c'est trop facile. Donc à un moment, il faut les stigmatiser, mais il faut aussi avoir le fouet, c'est-à-dire la punition qui doit être exemplaire. S'il n'y a pas la punition exemplaire, alors, ça ne marche pas. Il y a un argumentaire, je trouve, qui marque les esprits des fake injectors, c'est qu'elles disent, leur discours, c'est que finalement, il n'y a pas de diplôme de médecine esthétique. Les médecins esthétiques, n'importe quel médecin peut s'improviser injecteur, et qu'elles, elles ont l'expérience que le médecin n'a pas. Donc elles ont une meilleure expérience qu'un médecin qui se dit médecin esthétique et qui n'a pas de diplôme. Donc c'est pour ça que ça va peut-être changer, heureusement, avec le diplôme, parce que là, on pourra s'appuyer sur un diplôme, alors que pour l'instant, on ne peut pas s'appuyer sur le diplôme. Qui dit qu'un médecin généraliste qui commence à injecter soit meilleur qu'il ne fait qu'injecteur. Il a quand même des notions et il a fait 8 ans d'études. C'est leur argumentation. Bon, c'est argumentation sur TikTok, etc. Deuxième chose, si on dit que, et ça tu l'avais dit et je le répète parce que je reprends ce que tu avais dit, si notre discours c'est de dire c'est dangereux, donc faites attention, surtout pas. Bah, ça veut dire, les patients commencent à être inquiets. Ah bah vous faites des techniques dangereuses alors. Et prendre de l'aspirine, c'est dangereux. Ça peut. Tout est dangereux dans de mauvaises mains. Ouais. C'est-à-dire, tout est dangereux. Ouais, donc voilà. Prendre de l'aspirine, ça peut inquiéter quand même les patients, parce qu'à chaque fois on dit vous avez un danger de mort, vous avez un danger de perte de la vue, vous avez. Bon, c'est quand même angoissant. Ouais, il n'empêche que dans nos devis, on doit informer les patients qu'on a un risque vasculaire. Ça fait partie de la formation légale. Oui, tout à fait. Et là, je suis pas sûr que quand tu es une fake injector, bah tu le dis. Voilà. Et ok, effectivement, la contrainte, c'est l'explication, c'est de donner l'exemplarité et d'avoir une formation adéquate. On a les preuves aujourd'hui, on passe des diplômes d'injectables, on est dermatologue, on est chirurgien plasticien. Je pense qu'on a toute légitimité à valoriser notre diplôme quand même. Mais elles l'ont fait parce qu'il y avait un vide, justement. Et le vide, il est en train d'être rempli. Mais elles sont survenues comme ça, génération spontanée, parce que il n'y avait pas de preuves d'une formation adéquate, oui, non, parce que la médecine esthétique, et tu le sais bien, existe depuis 1985. La nature a horreur du vide, donc elles se sont engagées. Depuis 1985, on fait de la médecine esthétique. Je vais vous faire sourire avec une histoire, parce que tu parlais de punition. Alors là, c'est vraiment... ça m'est arrivé cet été. C'est une jeune femme qui vient au cabinet me voir, parce qu'elle avait les lèvres des babines tendues, qu'elle n'en pouvait plus, tellement c'était insupportable, elle ne pouvait plus rien faire, elle avait les lèvres comme ça. Et elle me dit, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour moi. Elle savait que la hyalase existait, donc pour réduire le volume d'acide hyaluronique. C'est l'acide hyaluronique, évidemment, qu'elle avait eu. Et j'ai regardé, je n'avais pas du tout envie de lui faire quoi que ce soit parce que je n'avais pas envie. Et je lui ai dit, bah non, finalement, non, c'est la punition. Vous vous êtes fait injecter par une Instagrammeuse, bah, ça va rentrer dans l'ordre tranquillement dans les 6 mois à 1 an qui viennent et vous allez souffrir. Actuellement, nous avons donc une première année qui est le DIUME, dont je fais partie. C'est donc un diplôme validant et j'aurai l'examen en juin 2026. Chaque année, il y aura 60 personnes. Ça, c'est pour
je dirais, une certaine catégorie. Ensuite, il y aura une validation des acquis qui est en train de se vider un petit peu, mais il y aura quelque chose, quand même, les personnes qui font depuis 30, 40 ans que de l'esthétique, on va pas les remettre à la médecine générale. Le Conseil de l'Ordre leur a dit tout simplement que ça risquait d'être dangereux. Si le Conseil de l'Ordre a dit on va pas les remettre à la médecine générale parce que ça fait quand même trop longtemps qu'ils n'ont pas fait de médecine générale. Donc les anciens, il y aura une espèce de mi-tolérance et ça a été dit. Donc il va y avoir une contrainte. Le problème, c'est qu'il y a eu une vague depuis 3 à 5 ans de médecins qui tout à coup se décident d'être médecins esthétiques sans formation, sans rien, et ils s'installent, pouf, médecine esthétique. Donc il y a eu une explosion. Et là, le Conseil de l'Ordre veut contraindre, contingenter, et ils ont raison. Et il faudra qu'il y ait un certain nombre et des gens qui ont prouvé qu'ils sont formés et qu'ils ont une certaine expérience. Rien que pour rentrer dans le DIUME, il faut montrer qu'on a fait déjà 3 ans de médecine esthétique. Pour la validation des acquis, il faudra montrer qu'il y a 5 ans de médecine esthétique. Quelqu'un veut réagir ? Oui, il y a une commission qui va ad hoc qui va décider pour alors ça. La commission est loin d'être formée. Oui. On ne sait pas si elle va être formée. Et on est en train de parler non pas peut-être de validation des acquis, mais peut-être d'un droit particulier d'exercice. Un droit d'exercice particulier qui permettrait aux médecins d'avoir un droit d'exercer à côté de la médecine générale de l'esthétique. Mais la validation des acquis, on ne sait pas à quel calendre grec ça... Alors je dirais que c'est comme nos gouvernements, ça bouge tout le temps. Nous, on ne sait pas très bien où on va en politique. Et bien en médecine, on ne sait pas trop bien où on va non plus. Il y a aussi un problème sous-jacent, c'est le problème de l'assurance professionnelle. C'est-à-dire que si ton assureur ne t'assure pas pour ses actes, effectivement, le problème, il est résolu. Tu ne peux pas exercer. Alors qu'une fake injector, je vous conseille, les amis, mais mettez-vous comme fake injector. Pas de TVA, pas d'assurance, pas de déclaration. Que de l'espèce. Et pas de punition. Tout en espèces. Et pas de punition. Pas de punition, c'est ça qui est dingue. Ou très minime quand elle a lieu. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène d'amaigrissement excessif dû aux médicaments type Ozempic et quelles sont les conséquences sur les visages des patients? Alors j'ai dirigé justement une des réunions du congrès là-dessus et bon, il faut savoir que tout vient des États-Unis, d'accord, et qu'en France aussi maintenant on a un gros problème de surpoids et même d'obésité. Il faut vraiment faire la différence entre justement surpoids et obésité. Le problème n'est pas, et on avait dans notre session un grenoblois qui est le docteur Fabien Sténard, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça qui nous a bien expliqué, qui est fabuleux parce c'est un chirurgien bariatrique, mais il n'a pas montré les interventions. On a vraiment discuté de comment on pouvait traiter les gens qui avaient une obésité. Donc dans cette obésité, même s'il y a des contre-indications, même s'il peut y avoir des problèmes, les nouveaux traitements ont réellement, c'est fabuleux pour eux. On arrive vraiment à les traiter, en sachant que quand même, quand ils commencent, le problème, l'obésité est une vraie maladie, c'est pas d'accord, et que donc il faut les traiter très longtemps et les prendre en charge sur tous les plans, qu'ils soient au plan du traitement là, de l'Ozempic, mais également de faire des bilans, de voir sur le plan psychologique, la nutrition, tout ça. J'ai juste dit à un moment donné, et c'est vrai, je ne sais pas si vous savez combien d'heures de nutrition dans nos études de médecine, je crois que c'est 1 heure, et la micronutrition, 0. Donc il y a quand même des choses à changer. Et donc, c'est vrai, maintenant, sur leur surpoids, peut-être que ça peut avoir un intérêt, mais à condition d'avoir un vrai surpoids qui se rapproche de l'obésité. Alors que le gros problème pour moi, c'est qu'on voit de plus en plus surtout de jeunes patientes qui viennent et qui ont quelques kilos en trop et qui veulent absolument perdre ces quelques kilos et plutôt que de faire, on va dire, des efforts pour le perdre, eh bien, elles préfèrent la piqûre. Oui, alors il y a quand même aussi beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une amélioration du cholestérol, il y a une amélioration de la glycémie, c'est même un anti-Alzheimer, il y aurait une amélioration de la cognition. Donc en fait, sur un plan organique, il y a beaucoup d'effets positifs. Il y a des effets négatifs, et ça, il faut les connaître. Il y a des risques de pancréatite, il y a des tas d'autres risques. Et puis, en effet, en esthétique, on va un peu maigrir. Mais sur le plan articulaire, les orthopédistes, ils disent que c'est assez extraordinaire. Les gens remarchent, ont un allègement. Donc,
c'est aussi positif. C'est pas que négatif. Attends, c'est très positif en orthopédie. J'ai un fils qui est chirurgien orthopédiste et justement, eux, leur gros problème, c'est dès qu'il y a un vrai surpoids, on peut pas opérer. On peut pas. C'est une catastrophe. La cicatrisation est une catastrophe. On est tous d'accord que quand il y a une comorbidité importante avec un syndrome métabolique, c'est une évidence. Mais là, nous, dans le domaine où on est, aujourd'hui, il y a quand même presque 20 millions, plus de 15 millions de personnes aux États-Unis qui sont traitées par ces produits-là. Nous, on a vu l'année dernière, on n'avait plus la possibilité, les médecins qui pouvaient prescrire, ne pouvaient plus parce qu'il y avait des ruptures de stock, parce que c'était vendu à des personnes, comme tu disais, qui allaient perdre 3 kilos. Juste avant, c'était le summer body. Elles voulaient perdre 4 kilos. Elles se faisaient des petites picousses 3-4, là, pendant 2-3 mois. Et c'est vrai qu'on fond très, très vite. Avec les dernières molécules, là, comme le Mounjaro, c'est 25% de ton poids. Mais moi, j'ai vu une patiente qui est devenue anorexique. C'est l'inverse, ça lui a provoqué, c'est un dégoût de l'alimentation. On a complètement inversé son profil au départ. Et elle avait, franchement, pas grand-chose. Ce qui me pose aussi un problème, c'est qu'on est en train de baisser les BMI. C'est-à-dire qu'avant, c'était 35, maintenant, on va descendre, je crois, à 30. Un BMI à 30. Mais je veux dire, t'es pas en comorbidité morbide à 30. Ça veut dire qu'on va pouvoir prescrire. Et là, aujourd'hui, depuis début fin juin, les médecins généralistes peuvent prescrire quand même. Et donc, ils vont subir une pression, mais je pense que la Sécu va quand même vérifier un peu tout ça, une pression terrible en disant, regardez, je suis un BMI à 31, allez-y, moi je voudrais perdre un petit peu. Ça implique un coût. Alors heureusement, c'est pas encore remboursé, mais ça va, si on lâche, ça va être remboursable. Et donc, il faut vraiment faire attention parce que vu les prix, ça engage quand même des coûts qui sont indéniables. Au niveau des effets secondaires, ok, pancréatite, mais quand même la balance entre bénéfice-risque des effets secondaires du médicament, elles sont vraiment extrêmement minimes. C'est vrai que c'est un Eldorado. Et en termes, ici, il y a eu quelques cas décrits qui ont été publiés l'année dernière d'espèces de neuropathie ischémique où tu perds la vue d'un œil, c'est immédiat, c'est définitif. Bon, il y a 6-7 cas qui ont été décrits, ça reste exceptionnel. Et chez des gens diabétiques, dont j'ai déjà avec comorbidité associée. Mais la petite minette qui veut se faire injecter et qui veut perdre quelques poids pour être le body summer, eh bien, aux États-Unis, moi, j'ai des collègues dermatos. J'en ai une copine à New York, elle ne fait plus que des injections chez les patients sous GLP-01. C'est-à-dire que les patientes, elles fondent tellement vite qu'on veut les... C'est un peu l'histoire du HIV, des patients séropositifs il y a 30 ans, où avec sous AZT, rétrovir, ils fondaient du visage. Ça se voit chez les grands sportifs marathoniens, ils ont une perte de fonte adipeuse. Eh bien voilà, là, c'est que la transformation physique et psychologique est tellement importante qu'on va devoir... On les réinjecte, ils font d'ailleurs et on les réinjecte. Mais c'est là où le médecin, en tant que médecin, on doit injecter quoi? Parce que vous savez que la courbe, finalement, de prescription, c'est la médiane, c'est 60 mois. Qu'est-ce qui se passe à 60 mois? Est-ce que tu reprends? Alors, si tu charges à mort et qu'elle lâche son produit, à ce moment-là, tu te retrouves avec un volume trop important. Si tu mets un produit qui a une résorption, parce qu'on peut mettre l'acide hyaluronique, c'est ce qui est le plus rapide. Elle fond du visage, tu lui mets tout de suite, ça marche. Tu as une projection, ça va fonctionner, même si ça induit tout un système collagénique, stimulation. Mais si tu injectes de l'acide polydactique ou des adjuvants collagéniques, le résultat est beaucoup plus lent à voir. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver avec un croisement des courbes où tu vas être le patient qui va se retrouver comme ça ou pas adapté. Et pour nous, c'est un vrai problème. Et puis, deuxième chose, est-ce qu'on doit injecter de la graisse? La graisse, elle est en train de fondre. La graisse, tu la mets dans ton visage. Est-ce qu'elle ne va pas continuer à fondre sous Ozempic ou sous autres produits? C'est hyper intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses. On fait aussi des échographies pour savoir quel type de graisse. La graisse jaune, la graisse blanche. On progresse. Nous, la science, elle progresse. Mais ce médicament est quand même bouleverse notre prise en charge à tout point de vue. Et je pense que c'est intéressant. Elle disait Alzheimer, mais je suis tout à fait d'accord. Mais ça nous pose un vrai problème. Aujourd'hui, on joue avec la metformine. Bon, ok, ça va, c'est pas trop cher, c'est pas trop dangereux, ça fait 40 ans qu'on le connaît, les effets secondaires sont pas démentiels. Là, on boxe plus dans la même catégorie que cette nouvelle génération de produits qui arrivent et les suivants arrivent. Là, on est encore aux piqûres, mais on arrive aux comprimés, la facilité qu'il va y avoir. Donc pour nous, on doit s'y intéresser. Et en tant que médecin anti-âge et morphologique, parce que vous faites aussi de la morphologie, et nous, à tout point de vue, c'est bon. Alors, ce qui est très marrant, c'était aussi les laboratoires qui font pour faire fondre la graisse. Des vendeurs de cryolipolyse, de stimulation électromagnétique, etc. Aux États-Unis, il y avait une cabale contre les GLP-1 parce qu'ils disaient c'est dangereux, etc. Alors c'était marrant parce que eux, par contre, leur bistec, ils avaient l'impression qu'il est en train de fondre. Les chirurgiens avec la chirurgie bariatrique sont beaucoup plus posés parce que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'ils ont compris que c'était une aide tout à fait, parce que la chirurgie, c'est pas forcément obligé d'opérer, parce qu'on sait que la chirurgie, elle n'est pas non plus définitive, il y a une prise en charge qui doit être derrière, et je pense que c'est tout à fait complémentaire, et ça, les chirurgiens, ils ont bien compris ça.
Alors, le problème aussi avec ce produit, c'est que quand on a commencé, on ne peut pas arrêter réellement. Parce que le problème, je ne parle pas de l'obésité, je parle des patientes qui ont quelques kilos et qui veulent vraiment s'y mettre, elles perdent, elles reprennent parce qu'elles n'ont rien changé, donc elles vont y recommencer. Deuxièmement, il y a un autre problème qu'on oublie complètement, c'est que la graisse a une fonction aussi, c'est de capter toutes les cochonneries, tous les toxiques. Quand on perd de la graisse doucement, notre foie gère, mais si jamais on en libère de façon très importante, très rapidement, il peut arriver des catastrophes au niveau général, parce que le foie ne peut pas gérer ces toxiques. Oui, mais tu le disais tout à l'heure, c'est une maladie, l'obésité. Et le patient qui est hypertendu, il ne prend pas son cachet pendant 15 jours en disant « j'ai baissé ma tension et j'arrête ». Il continue. Je suis désolé. Alors effectivement, les médicaments coûtent très cher, etc. Mais c'est une maladie. Et donc, il y a probablement, effectivement, des cas qui vont entre guillemets, guérir et stabiliser avec un soutien nutritionniste, etc. Il y en a d'autres, ils ne pourront pas arrêter, mais pas tous. Parce que quand on parle de l'obésité, ce que j'ai trouvé très intéressant ce matin dans la session que tu présidais, à laquelle on a assisté, c'est qu'en fait, la nouveauté, je trouve, c'est l'apparition de centres de l'obésité avec la notion de prise en charge oncologique. Donc, oncologique au sens de la réunion de concertation pluridisciplinaire, comme une RCP. C'est-à-dire que tu as un nutritionniste, psychologue, chirurgien, médecin, morphologue, etc., qui prennent en charge le patient dans son intégralité et de savoir par quel bout on commence. Pour un patient, on est bien d'accord, qui est un patient obèse. Et là, ça va marcher. Ah oui, évidemment. Alors, je vais rebondir, on va complètement ce sujet, mais alors, tu vois, alors ça me choque, entre guillemets, quand je vois, enfin ça me choque, je suis très content pour les RCP dans l'obésité, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait une discussion collégiale, et à côté de ça, quand on voit la transformation physique pour les transgenres, la transsexualité, et là, eh bien, aujourd'hui, un médecin est face à face à son patient qui veut changer, il n'y a plus l'obligation de passer devant une consultation psychologique, psychiatrique, etc. Il peut prendre directement. Oui, mais c'est un vrai problème, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. Changement du corps, la transsexualité, c'est aussi changement du corps. Et à ce moment-là, aujourd'hui, un collègue endocrino est à même de pouvoir décider lui-même sans passer par la collégialité de la décision. Alors bien sûr, il est très embêté parce qu'il n'a plus besoin, il n'a plus l'obligation de passer chez un psychologue ou un psychiatre. Oui, parce que lâchage des freins complets en la matière, en fait. Au départ, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est devenu totalement free. C'est-à-dire que c'est les lobbies qui ont forcé en la matière pour que ce soit le plus fluide possible. Et alors, pour clôturer, quels sont, selon vous, les futurs game changers dans le monde de l'esthétique? L'IA, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement extraordinaire. Mais à tout point de vue, ça nous fait sourire en tant que médecin, mais je pense que parmi vous, on l'a tous essayé. C'est tout simplement un outil extraordinaire. Et c'est comme tous les outils, on a une super belle boîte à outils, mais comment on va l'utiliser? Est-ce que je vais montrer le visage de Yvon à l'intelligence artificielle en disant ouais, tu me le refais neuf s'il te plaît? Ben non, parce que aujourd'hui, nous, en tant que dermato, on utilise l'IA dans la dermoscopie, ça commence à s'intégrer, on utilise dans certains appareils, c'est extraordinaire, ça nous aide. Mais ça m'empêche, c'est pas pour ça que je vais aller boire un café et puis revenir et la machine va travailler. Tu peux pas abandonner ton patient à une technologie qui n'est pas humaine et qui fait la relation humaine entre médecin et un patient, mais c'est la base. Donc lui dire de décider par elle-même, même si c'est une aide faramineuse, parce que elle va pouvoir effectivement faire un suivi, apporter des outils d'imagerie médicale. On parlait pas encore d'ultrasonographie, pour moi c'est aussi un game changer. Je trouve que l'IA, de toute façon, si on n'utilise pas en tant que médecin, mais on est perdu d'avance, on est obligé. Mais nous, on l'utilise aussi tous les jours pour les médicaments, les associations de médicaments. Il y a plein de choses, les publications. Enfin, c'est un outil qui est extraordinaire, qui nous dit, mais voilà, ce médicament, qu'est-ce que ça donne comme effet secondaire? Et aujourd'hui, quelles sont les dernières molécules, les polypeptides? Moi, de temps en temps, je suis perdu et je pose la question. Ça va d'une vitesse phénoménale. Et aujourd'hui, les patientes, parfois, elles sont plus au courant que nous. Et ben là, au moins, j'ai l'impression de rattraper un peu le train perdu. Alors, juste une chose, c'est que quand on utilise, et tu l'utilises comme moi, sur un sujet que tu connais bien, tu te retrouves avec des choses qui sont complètement fausses par ChatGPT et tu te dis, mais attends, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, il faut que je le reformule. Donc en fait, il faut avoir un esprit critique et connaître le sujet pour pouvoir l'utiliser. Tout à fait. C'est un outil. En pratique, il y a un effet de Moyen-Âge. C'est-à-dire que l'IA, c'est un problème, c'est que ça engrange des données et ensuite, la réponse qui est donnée, elle est réintégrée dans l'IA. Donc progressivement, elle
Elle s'auto-limite, c'est l'appauvrissement. Alors déjà qu'il y a plein d'erreurs, parce qu'effectivement, forcément, c'est pris dans des masses de données qui sont pas toutes justes, forcément, et que ça répond en fonction de la moyenne. Mais tu as tout à fait raison. Elles sont arrivées à un tel moment d'avoir phagocyté toutes les données aujourd'hui actuelles, c'est qu'il n'y a plus rien à absorber. Les données aujourd'hui faites par ChatGPT fait que elle attend la prochaine donnée du lendemain. Il y a 2-3 ans, c'était 3 ans en arrière. Maintenant, c'est à la minute près. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Donc, elle va s'auto-produire des données, mais on n'aura pas de source. On n'aura pas de sourcing. Il y a une source, pardon. Il y a une source. La source, c'est ce que ChatGPT a rendu comme réponse. Donc, tu imagines, on a les c'est références. réintroduit. Si tu demandes les références, tu as toutes les références et tu vas vérifier dans ta référence. C'est comme tout. Est-ce qu'on peut pas s'en servir comme un outil? Par exemple, je dis ce que moi j'en fais. Un outil très simple, c'est qu'avant, dans des consultations anti-âge qui durent à peu près 1 heure, je posais plein de questions, je notais les réponses, je reprenais ça parce qu'il fallait que ce soit au propre. Maintenant, j'ai acheté un petit appareil qui est le Plode, je ne fais pas de pub, et qui enregistre 1 heure et demie de conversation. Et ensuite, grâce à l'IA me fait un résumé de la consultation. Je suis quand même obligé derrière de regarder, parce que quelquefois, je prends quand même des notes pour vérifier, mais en aucune façon, je ne demande à l'IA de m'interpréter un bilan. D'accord ? Mais par contre, c'est un outil extra, ça m'a fait gagner un temps et puis de la fatigue de taper, des choses comme ça. C'est fabuleux. Et c'est propre. Hein. Yvon, l'IA dans l'imagerie médicale, ça va. On voit les radiologues. Ok. Bon, voilà. L'imagerie médicale, on a d'imagerie. On a la dermoscopie, on a l'OCT, on a l'échographie cutanée, parce que pour moi, c'est aussi un game changer. Hein. Franchement, l'ultrasonographie en dermatologie, ça devrait être un outil au même titre que la dermoscopie depuis il y a 10 ou 15 ans. On va avoir des outils dermoscopiques qui sont maintenant vraiment établis avec l'IA, qui vont faciliter la vie. Mais l'ultrasonographie, on va pouvoir bientôt visualiser les différentes couches de tissu quand on est un peu perdu. Aujourd'hui, on fait on fait du check-up avec nos produits qu'on injecte sous la peau. Pour moi, deuxième game changer, c'est aussi l'ultrason. L'imagerie médicale au sens large, je pense qu'on va y gagner beaucoup. Pareil, les photos, je veux dire, quand on voit les photographies, la qualité des photos, les volumes qu'on peut arriver à faire, la dimension 3D, c'est aussi l'imagerie médicale. Oui, mais ça nous aide. Bien sûr, mais ça, c'est de l'IA spécifique, etc. C'est pas de l'IA générative comme ChatGPT. Le pro dont on parlait, ce qui est un peu, ce qui s'appauvrit, c'est l'IA générative. Ce que tu dis, c'est sûr. Il y en aura dans tous nos systèmes de raconter une petite anecdote. J'ai une patiente qui vient, elle m'est envoyée par un confrère qui a une complication. Bon, elle a des œdèmes suite à une injection au niveau des cernes d'acide hyaluronique. Et elle arrive avec toute une liste qui est sortie par, évidemment, l'intelligence artificielle, avec tous les diagnostics possibles, tu vois, et tous les traitements éventuels qui pourraient être faits. Voilà. Donc elle arrive avec ça. Je lui dis, attendez, vous venez voir un expert pour résoudre votre problème. Et vous m'amenez une liste que j'ai fournie moi-même. Parce que c'est moi qui fournis les informations à l'intelligence artificielle. Donc vous êtes en train de sortir, mais ça vous avance pas puisque vous avez toute une liste, tu vois. Donc il va falloir que je travaille pour voilà. Alors, donc, on peut dire aussi quand même pour le grand public que l'imagerie du cancer du sein, l'IA est supérieure au diagnostic du radiologue actuellement et sous votre contrôle dermato, c'est la même chose pour les mélanomes. L'IA devient supérieure aux cliniciens. Donc en fait, comme ils ont des références sur des millions et des millions d'images, ça sera une supériorité pour nous ou en tout cas une aide. Oui, mais dans le monde de l'esthétique et notamment pour les belles lèvres, les belles pommettes, la profiloplastie, l'image peut tout calculer. Elle va te dire, vas-y, mets 0,5 ml là, 1 ml là, 1 ml là. Mais pour ressembler à quoi ? Un humanoïde, à quelque chose qui peut, parce que la beauté, finalement, il y a tellement de variations. Et parfois, on fait pas grand-chose. Et les patientes, elles sont ravies. Parfois, on fait des plans de travail, là, j'en vois, là, avec le nombre d'or, et je respecte avec le compas, le machin. Et là, je me dis, mais bouge pas, bonhomme. L'IA va te le faire en 3 secondes, mais est-ce que ça sera beau pour autant ? C'est ça la différence. Est-ce que l'IA est capable de définir ce que c'est la beauté et ce que ça dégage d'un visage, d'une patiente, de la façon dont quand on a une patiente ou un patient qui vient dans ton bureau, tu regardes sa globalité, tu regardes comment elle se bouge, comment elle parle, comment elle discute, comment elle est, comment elle s'assoit. Enfin, il y a un truc, ça s'appelle la relation humaine, mais c'est quelque chose qui est indicible, qu'on ne sait pas et qu'on a envie de faire. Voilà. Et donc, tu vas pas transformer en youtubeuse, influenceuse, ta grand-mère, 75 ans, ou alors elle te dit, je suis la reine des
ces médias sociaux plus de 70 ans. Ok, bah peut-être, mais l'IA le fera pas, ça. L'IA, il n'y a pas d'intelligence. Non. C'est juste Une base de données. Une base de données qui prend la moyenne de ta base de données et qui te rend une réponse. Aujourd'hui. Non, mais toujours, ce sera forcément comme ça. La génération, c'est Aujourd'hui, l'idée. elle va décider de te débrancher parce que tu consommes trop d'électricité. Il y aura plus d'être humain. Elle sautera en auto. Voilà, bon, c'est un cauchemar. Ça, c'est le problème du contrôle. Voilà. Merci à tous nos intervenants pour cette table ronde passionnante qui nous a permis de dresser un bilan de ce congrès SFME 2025. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des commentaires. Et un grand merci également à toute l'équipe technique de Anti-Âge TV.